16h33 minutes à Doha au Qatar, 13h33 minutes à Lomé au Togo. Et bienvenue à toutes et à tous pour la messe médiatique. Forum économique au Qatar, journée des martyrs, redéploiement d'une force de stabilisation en Guinée et la situation politique au Mali et au Burkina Faso. Le deuxième tour des législatives en France et, si le temps le permet, la rebaptisation de l'hôpital Saint-Pélégrin. Voilà les chapitres au menu de cette messe médiatique qui s'honore de vous accueillir. La co-célébration de cette messe sera effectuée par deux confrères déjà en place, Jules Ferry Agbo, que vous connaissez très bien. Il devient de plus en plus consultant de cette émission. Il est blogueur, analyste, sociopolitique et puis ambassadeur des jeunes. Genre et développement. Genre et développement qui est déjà en place. Il devrait être rejoint si les conditions climatiques ou climatologico-météorologiques sont bonnes, eh bien par Adam Adjoronou, journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique, dont le siège attend là. Et tout ça pour décrypter l'actualité au regard de nos journaux de la place et tels qu'ils l'ont vu et commenté. Le premier chapitre de cette messe nous envoie à Doha, comme précisé dans le lancement, au Qatar, où le chef de l'État Faure Eswatini Gnassingbé a pris part au deuxième forum annuel sur l'économie continentale. Les échos de cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement nous sont parvenus de près ou de loin grâce à certains de nos journaux, dont voici la revue. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, séjourne à Doha dans le cadre du deuxième forum économique annuel du Qatar. C'est l'information phare à la une du journal Le Messager. Selon Flambeau des démocrates, c'était un rendez-vous de reconnaissance des économies africaines qui a permis au président Faure Gnassingbé de donner sa recette pour le développement économique du continent. Le Togo était à l'honneur dans une séquence de discussion dénommée In Conversation with President Gnassingbé que le chef de l'État togolais a eu avec son homologue, son Altesse Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani Émiri de l'État du Qatar, comme le précise Ouattara les vainqueurs. Idem dans Chronique de la semaine qui précise que Faure Gnassingbé a présenté les atouts du Togo aux investisseurs. Faure a vanté un Togo attractif, ajoute le Canard indépendant qui rappelle que le Forum économique annuel du Qatar est une plateforme qui réunit plusieurs chefs d'État et de gouvernement et d'investisseurs autour de la recherche des stratégies visant à relever les défis les plus urgents des économies et assurer la reprise égalitaire de la croissance post-Covid-19. À Doha, renchéri temps nouveau, Faure Gnassingbé aurait saisi l'occasion pour faire clin d'œil aux investisseurs. Et voici l'homélie avec Jules Ferry Agbo, ici présent. Et techniquement, je suis servi par des mains très avisées. Ibrahim Mati au cadrage comme d'habitude. De l'autre côté, c'est Quentin Bidola qui nous met en orbite sous le regard bienveillant du chef Amouzou Messa. L'évangile ou les chapitres lus que vous avez suivis en son et en image ont été réalisés par la charmante Marguerite Simtaya. À tout ce monde, je dis merci d'être entouré ou d'être mobilisé autour de moi et derrière moi pour ce numéro de la messe. Alors, bonjour Jules et bienvenue dans la messe.
Bonjour Monsieur Eric, bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs. Encore un nouveau dimanche, oui, béni par cette petite pluie. Oui. Je passe par dire un grand merci à Dieu le Tout-Puissant qui est toujours avec le peuple togolais dans cette situation que nous vivons dans la sous-région. Que ce même Dieu puisse protéger nos forces de l'ordre et de sécurité. Veiller sur le chef de l'État en premier, de tous les membres du gouvernement, ainsi que tous les citoyens qui luttent de jour en jour pour que nous soyons tous en paix. Que vos prières soient exaucées. Le premier chapitre de cette messe, je l'ai dit, la visite, ou du moins la réunion, ou le forum qui a réuni les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique au Qatar, pour réfléchir sur l'économie du continent. Quelle est selon vous la portée de ce forum pour le peuple africain? Merci Monsieur Eric. Par rapport à ce forum, on dit toujours qu'à la cour des grands, c'est les grands qui se réunissent, et nous avons été valablement représentés par notre leader national, le chef de l'État, son Excellence Faure Essoz Namnia Singbe, qui a profité de ce forum-là, présenter en bref le Togo et les atouts, et faire un clin d'œil aux investisseurs qui n'ont pas encore eu la chance de découvrir le Togo à venir investir. Il a présenté plusieurs aspects qui militent en faveur du Togo à ne pas hésiter et venir investir au Togo. Du second point, sur le plan de l'économie nationale ou internationale, oui, cette crise qui avait d'abord affaibli tous les pays, et aujourd'hui la guerre en Russie et en Ukraine est venue mettre à terre tous les efforts des gouvernants. Bon, si nous suivons très bien le résumé de ce forum, je pense que les grands ont réussi à établir un programme qui va toutefois nous permettre de relancer rapidement les choses pour que nous puissions avoir une vie meilleure dans les jours à venir. Un grand zoom a été fait au cours de cette rencontre par la presse surtout, sur la participation du Togo à ce forum. Pourquoi cette attention toute particulière au Togo? C'est vrai que vous n'êtes pas à la presse, mais vous avez lu et vous vous êtes posé certainement cette question et vous avez cherché à en comprendre. Oui, Monsieur Eric, quand vous avez un grand leader comme le président, son Excellence Faure Essoz Namnia Singbe, qui fait la pluie, le beau temps aujourd'hui sur la planète, vous savez que une fois que sa sortie est annoncé, oui, les regards les regards sont fixés par tout le monde pour voir ce que l'homme fort doit sortir à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Si aujourd'hui la presse est en train de parler très fort de ce voyage-là, c'est parce que chacun a reconnu la capacité de l'homme et tout ce qu'il a présenté là-bas comme atout d'abord pour notre pays, et comment est-ce qu'il a pu arriver à convaincre des gens et surtout les investisseurs. Et je ne saurais le dire qu'il n'a jamais fait un voyage de taille comme ça sans amener des contrats. Donc je pense que dans les jours à venir nous aurons toujours des retombées de ce voyage là pour que nous soyons plus fiers de lui. Vous l'avez si bien dit, les retombées. Nombreux sont ceux de ces Togolais qui continuent par se poser la question sur ce que les multiples rencontres diplomatiques, qu'elles soient des forats, des sommets, des conférences, et que sais-je encore, apportent au pays. Les gens se demandent ce que cela apporte au pays concrètement, au panier de la ménagère. C'est des questions que les Togolais se posent, pas moi. Ouais. C'est vrai, chacun peut poser cette question-là, mais n'oublions pas que dans chaque pays, tout le monde ne peut pas vivre au même niveau.
Et ceux qui reconnaissent un peu les efforts de notre président et de son gouvernement en sont conscients de dire à bras ouverts que vraiment ils font un travail louable. Maintenant, ceux qui se posent la question, qu'est-ce que ça me rapporte? Je pense qu'ils se trompent. Ils se trompent. Dans la vie, il faut avoir l'habitude de reconnaître d'abord les efforts de l'autre, afin que toi aussi, un jour, quand tu vas arriver à ce stade-là, d'autres aussi vont reconnaître. C'est la loi de la nature. Donc, ces voyages, le chef de l'État ne fait pas de plaisir pour dire que je vais voyager, je vais voyager, je vais voyager. Non, quand il sort de ce pays-là, c'est pour aller... Il y a une nécessité. Une nécessité de sortir et chercher quelque chose pour l'intérêt général de la nation. Donc, ce n'est pas de l'argent où le chef de l'État va aller prendre et nous distribuer comme novici ou bien venir à le mettre comme dans le temps passé du pain. Non, nous devons toutefois enlever cette idée-là dans la tête et savoir que chacun doit manger à la sueur de ses fronts et il fait son travail. Nous devons aussi faire notre travail pour que ensemble nous puissions construire notre cher pays, le Togo. Oui, certainement que les questions sécuritaires ont été également abordées parce que il n'y a pas de rencontre ces derniers temps sans que cette question-là ne hante les esprits, la sécurité sous-régionale. Oui, on ne peut pas parler de l'économie sans parler de la sécurité. Il faudrait d'abord avoir la paix du cœur et la sécurité avant de parler de l'économie. Et sachant très bien que l'homme dont on parle aujourd'hui, son excellence Faure Gnamé Gnassingbé, avait déjà eu comme père un grand homme de paix dans la sous-région et nous ne devons pas oublier ça, que chacun reconnaît d'abord la qualité, la capacité de l'homme, du feu général, ce qu'il a fait pour maintenir la paix en Afrique. Donc ce sang-là est resté dans le corps de cet enfant, dans les gènes de son enfant, dans les gènes de cet enfant et aujourd'hui, sa sagesse que je lui ai encore donnée lui a permis à ce que ses pairs même reconnaissent à notre jeune président qu'il a un don qu'on ne doit pas envier de trop. Donc, Dieu doit lui donner encore plus d'énergie nécessaire pour que nous puissions atteindre l'objectif fixé par rapport à cette question de sécurité et de vivre ensemble. Une dernière question curieuse, toujours qui nous vient des téléspectateurs, du public, de la population. Nous sommes dans la masse, on recueille, on en débat. Il y en a qui pensent et disent que le chef de l'État voyage de trop. C'est vrai, chacun doit... On ne peut pas empêcher celui qui a la diarrhée de ne pas aller au WC. Vous savez, dans la vie, une fois que vous êtes dans une société, il y a certains qui vont parler bien de vous, certains qui vont parler mal de vous. Donc, ceux qui disent qu'ils voyagent trop, le chef de l'État ne sort pas pour aller jouer Ludo à l'extérieur ou bien aller jouer Sipa. Il ne sort pas pour aller jouer Lonato au Ghana ou bien en Égypte et puis revenir. Il sort pour un objectif et son calendrier est bien connu par le public sur le plan national qu'international. Donc évitons d'ouvrir des débats qui ne vont rien servir et de nous faire perdre du temps pour des inutilités. Concentrons-nous pour ce qui est essentiel et ce qui peut apporter un plus au changement. Quand vous conduisez des gens, il faut des critiques positives qui vont vous permettre d'ouvrir les yeux pour savoir que j'avais oublié ceci. Mais tirer toujours le noir sur le blanc à chaque fois, je pense qu'on est en train de se tromper, on est en train de se reculer en arrière. Donc ceux-là, je les invite à ouvrir très bien rapidement les yeux pour que nous puissions être ensemble et construire notre pays. C'était important de le préciser parce que les philosophes nous ont appris que l'homme est la mesure de toutes choses, c'est-à-dire qu'il change à tout moment et les choses, de celles qui sont qu'elles sont, de celles qui ne sont pas qu'elles ne sont pas, de celles qui ne sont pas qu'elles sont et de celles qui sont qu'elles ne sont pas. Tout ça pour dire que l'homme a toujours tendance à interpréter les choses de la manière dont ça l'arrange ou ça ne l'arrange pas. Et donc, ces polémiques autour du voyage du chef de l'État, je crois qu'il faut aller dans les arcanes du pouvoir et de la présidence pour comprendre bien le bien fondé de ces voyages. Or, si
ce même président reste toujours accroché à son fauteuil, à son palais, c'est encore nous qui allons dire que bon, voilà, la solution ne viendra pas. Il faut aller chercher la solution ailleurs. C'est pour dire que l'homme est ce qu'il est et de sa nature, c'est comme ça. Il n'est jamais satisfait de ce que l'autre fait. Voilà. Pour une 65e fois, nous changeons de chapitre. Pour une 65e fois, le Togo s'est souvenu de ses martyrs tombés sur le champ de bataille pour la libération de la nation des colons. Quelques journaux ont suivi la cérémonie de commémoration de cette journée pour nous, et voici ce qu'ils ont pu retenir à travers cette revue de la presse que je vous propose. Le Togo a célébré ses martyrs de l'indépendance le mardi dernier. C'est ce que l'on apprend du journal Le Messager, qui a saisi l'occasion pour présenter l'historique de cette date du 1er juin qui remonte en 1957, où une mission onusienne a tiré à Piarodo sur une vingtaine de manifestants contre la colonisation. Ils sont morts pour que vive la nation. C'est l'épitaphe que porte la pierre tombale qui héberge l'âme de nos aïeux qui ont lutté pour la liberté. Rappelle Flambeau des démocrates qui demande de rompre la chaîne des martyrs, comme pour dire plus jamais ça. Oui, ce sont des héros à qui le Togo a rendu hommage, comme le martèle Ouara les vainqueurs. Ce n'est que la tradition, hein, Gilles, qui a été respectée, n'est-ce pas? Oui, ce n'est que de la tradition, puisque chaque année, nous rendons toujours hommage à nos martyrs, ceux qui ont laissé leur vie pour que nous soyons aujourd'hui là où nous sommes. Il faudrait se rappeler d'eux. C'est vraiment primordial et capital pour nous de reconnaître aussi qu'il y a certains qui ont laissé leur vie pour que nous puissions être là où nous sommes aujourd'hui et faire ce que nous sommes en train de faire pour continuer le combat que eux aussi ils avaient mené dans le temps. Donc, paix à leur âme, que Dieu le Tout-Puissant puisse toujours apaiser le cœur là où ils se trouvent et apaiser aussi le cœur de leur famille, parce qu'ils sont partis, mais ils doivent avoir derrière eux leurs enfants et au-delà. Donc, que Dieu puisse les assister. Oui, que Dieu puisse les assister du plus profond de leur tombe et du plus haut des cieux. Le Togolais d'aujourd'hui mesure-t-il réellement, selon vous, la portée de cet événement? Est-ce que vous avez comme impression, en suivant l'événement chaque année, que la jeunesse que nous sommes aujourd'hui, le Togolais, mesure à sa juste valeur? Non, je pense que c'est seulement quelques Togolais, hein, en disant la vérité, c'est quelques Togolais plus ceux qui nous dirigeants, qui sont vraiment fixés sur tout ce qui concerne la nation. Ils ont l'agenda de la nation, donc eux, ils ne peuvent jamais oublier ces choses-là. Mais le Togolais, aujourd'hui, vous allez entendre des gens, quand vous parlez des martyrs autres, ils se disent, moi j'ai faim, et pourquoi je vais penser à ces gens-là? Est-ce que ça ne me concerne pas? Mais ça te concerne, parce qu'une fois que tu n'écris pas l'histoire de ta nation, qui l'écrira à ta place? Et puis, le jour où tu partiras comme tu es venu. Et ton existence n'a rien servi pour ton pays. Donc, nous devons toutefois respecter la mémoire de nos illustres disparus comme des martyrs, et ensemble nous puissions aussi cultiver cet esprit de vivre ensemble, cet esprit d'amour, de vrai amour, laisser de l'hypocrisie et au-delà ensemble, parce que lorsqu'il y a l'hypocrisie, tu fais semblant que tu aimes l'autre mais que tu ne l'aimes pas. C'est même la nature même ne va même pas t'ouvrir les portes pour que tu puisses atteindre l'objectif que toi-même tu as en tête d'atteindre. Donc, il faudrait respecter la mémoire de... Chez les Blancs, eux, ils le font. Ils respectent ça. Si en France,
c'est comme chaque année, ils allument le flambeau de bois, pour le premier soldat. Donc, il y a un événement que eux aussi ils font comme ça. Donc, si les Blancs arrivent à respecter ces choses-là, pourquoi pas nous, les Africains qui ont la culture traditionnelle et nous ne devons pas les respecter. Donc, je pense que c'est cette histoire de haine, c'est-à-dire tout le monde fixe ses objectifs sur tout ce qui concerne la nation comme politique. Donc ce qui est social même, l'homme transforme ça en politique. Et ça ne me concerne pas. Très bien. Et donc nous invitons les uns et les autres, à chaque fois que l'occasion se présente, à vraiment se mettre dans la communion avec Dieu pour ces martyrs qui, nous l'avons dit, sont morts pour que nous, on continue par vivre. Et c'était une vingtaine, la revue l'a précisé, une vingtaine à perdre leur vie sous le joug colonial lors des luttes pour la décolonisation et pour les indépendances. Alors, l'autre préoccupation, l'expression fête des martyrs, qu'on lui colle, convient-elle? Vous savez que la journée, sauf que cette année quand même, que ce soit les journaux ou même la célébration, lors de la célébration, on a parlé de la journée des martyrs, mais bien avant, nous l'avons toujours entendu sous le nom de fête des martyrs. Est-ce que cette appellation vraiment convient à l'événement? Je pense que fête des martyrs ou bien journée des martyrs, la journée des martyrs serait plus convenable que la fête, parce que la mort d'une personne, ce n'est pas une fête. C'est vrai. C'est vraiment un événement malheureux. Alors que la fête est un événement heureux. Donc la journée des martyrs, je pense que c'est la meilleure option qu'il faut garder pour le respect de la mémoire de nos illustres disparus. C'est bien dit, ce n'est pas la fête, mais c'est la journée de commémoration en l'honneur des victimes du 21 juin. Mais Jules, n'est-il pas aussi temps que les victimes d'autres événements similaires soient associées à cette commémoration? On pourra par exemple parler tout simplement de journée de deuil national en englobant toutes les autres victimes. Je cite par exemple les victimes de Cabinda qui sont partis pour défendre les 13 ou 14 sont partis pour défendre les couleurs de la nation sur le plan sportif pour le coup d'éliminatoire de la CAN 2013, je crois, 2003, je parle là. Et puis ceux de Lungi. Non, moi c'est Lungi. C'est Lungi d'abord, oui. Et le 3 juin, et puis Cabinda après, le 8, c'était là le 8, un 8. Et voilà, tout ça. Et puis sans oublier les joueurs de l'étoile filante, qui avaient aussi perdu 8 joueurs de l'étoile filante qui avaient perdu leur vie dans un accident aussi à Gléy, dans un pont de Gléy, et sans oublier d'autres. Est-ce qu'il n'est pas temps de tout ça là fondre dans un creuset pour organiser une journée nationale de deuil? Voilà, vous avez fait une bonne proposition. Peut-être que ce que vous venez d'évoquer a échappé l'autorité et à travers votre proposition aujourd'hui, je pense que dans les jours à venir, l'autorité peut réfléchir là-dessus. Jusqu'à l'année prochaine, pourquoi ne pas englober tout le monde? Vu ce qui s'est passé à Lungi depuis des années, je tiens à féliciter d'abord le chef de l'État et le ministre des Sports actuels qui ont tout fait pour ramener tout récemment les corps. Donc, ce qui veut dire que chaque jour que je fais, il y a toujours des réflexions qui sont en cours. Maintenant, si vous avez des bonnes propositions et que vous gardez en vous, en mettant toujours les critiques devant, je pense qu'on ne peut pas y arriver. Donc, c'est une bonne proposition que vous venez de faire. L'autorité nous suit de très loin. Donc, et nous allons aussi en même temps faire des propositions pour que dans les jours à venir, qu'on soit ensemble pour commémorer la mémoire de
nos illustres disparus au nom de la nation. Très bien, je rectifie un petit quelque chose. Ce n'est pas tout récemment que les corps ont été ramenés de ces victimes. Ce n'est pas tout récemment que les corps ont été ramenés. Les corps étaient ramenés en même temps. Je parle de Lungui. Les corps étaient ramenés. C'est peut-être cette année, le gouvernement a pris sur lui d'organiser des messes à leur mémoire. C'était le 3 juin, ils ont organisé des messes à leur mémoire. Donc le corps était déjà rapatrié et remis après une cérémonie grandiose de prière et d'hommage. Ça a été fait. Je crois que cette tradition a été respectée. Il reste qu'on insère ça dans les journées de martyrs pour que ce soit vraiment intégré dans la mentalité des Togolais. Alors, la situation en Guinée, nous changeons là de chapitre. La situation en Guinée, Conakry, Guinée de Camara Live, et puis celle au Mali et au Burkina Faso reste encore préoccupante, mais c'est celle de Guinée qui retient plus l'attention de la CEDEAO, surtout ces derniers temps. L'autre invité qui n'est pas là a parlé de cet événement, mais parle également du KID, du Burkina Faso et du Mali. Malheureusement, il n'est pas là pour nous dire ce qu'il entend par KID, mais nous, on peut se permettre de donner nos commentaires par rapport à la situation telle qu'elle se présente et qu'elle se vit, telle qu'elle se présente, se vit et se gère par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Comment voyez-vous ce deal entre la CEDEAO et le Mali, et puis cette proposition d'engager des forces de choses en Guinée? Merci, monsieur Eric. Par rapport à cette crise-là qui secoue la Guinée, le Mali, le Burkina, les 3 pays, et suite au coup d'État, je pense que pour la Guinée, aujourd'hui, le nouveau président de la transition est en train de mettre un peu de l'eau dans son vin, ce qui fait que la CEDEAO aussi est en train de réfléchir à comment est-ce qu'il faut penser d'abord au peuple et non à quelques têtes qui ont pris le pouvoir. Il faut voir le cas de la majorité et non de la minorité. Et ces forces-là qu'il faut déployer, je pense que ce n'est pas des initiatives pour aller mettre la Guinée en feu, pour faire une guerre. Il faudrait privilégier, comme notre chef de l'État a l'habitude de le faire, le dialogue avant tout. Parce que la violence appelle la violence. Et moi j'ai l'habitude de le dire que lorsqu'il y a un chef d'État, il a aussi ses éléments dans l'armée qui le soutiennent. Donc si vous faites le coup d'État, tout ce que vous mettez à côté, vous mettez encore des frustrés. Il y aura encore des germes qui vont se développer là-bas. Et un beau matin, comme la Guinée, plusieurs fois, il y a déjà eu coup d'État en Guinée. Donc, la meilleure des choses en Afrique aujourd'hui, il faudrait que nous mettons de côté la violence. Nous mettons de côté la violence. Parce que, si vous suivez très bien, la Guinée, le Mali, le Burkina, tout se déroule toujours dans la violence. Et encore, si vous observez très bien en Afrique, comment est-ce que les choses se passent, monsieur? Une fois que quelqu'un prend la responsabilité de faire un coup d'État, dès qu'il arrive au pouvoir, la première des choses, c'est de s'accaparer de tout ce qui entourait l'ancien président, récupérer leurs biens, leur mettre en exil, ceux qui doivent être mis en prison, on les jette en prison. Maintenant, si vous voyez dans quelques temps, il y a aussi une nouvelle génération qui va tenter de faire la même chose. Et quand le aussi arrive, il va d'abord régler le compte de ces personnes-là. Et le peuple même pour qui les gens se battent, lui il est laissé au carreau. Et on refait
toujours une société qu'on appelle Redema qui était hier dans notre pays ici, comme je l'ai dit. C'est une société de Redema. Ouais, une société de Redema. C'est ce que moi j'appelle un nouveau variant politique, hein, le coup d'État, le nouveau variant politique. Hein. Ouais, donc ce qui fait que si vous observez la situation, une fois que quelqu'un fait coup d'État, au lieu de programmer des choses qui vont impacter le public, la population et les aider à arriver à manger 2-3 fois par jour, il va d'abord s'occuper de ses patrons qui étaient là. Comment est-ce qu'il faut les mettre en prison? Comment est-ce qu'il faut récupérer leur maison, leurs biens, leurs comptes bloqués, tout d'abord. Oubliant que toi, tu ne vas pas s'éterniser là-bas. S'il arrivait dans le jour à venir que de tes patrons là aussi arrive à réussir à prendre le pouvoir, il va aussi régler les comptes de tous. C'est ce qui se passe. Et ça sera un éternel règlement de compte. Hein? Vous voyez, au Soudan, Omar El-Béchir est parti, mais c'est le même système qui se passait. Le général et ses collaborateurs aussi se font la guerre entre eux. Donc, quand j'analyse un peu toute la situation de l'Afrique, je pense que tout se base sur les règlements de compte. Et on ne pense pas au peuple d'abord. Donc, ce que notre chef de l'État nous a inculqué, qui est le dialogue, la paix. Il est d'ailleurs le médiateur de la crise au Mali d'ailleurs, et une crise qui est en train de connaître une amélioration favorable grâce à sa médiation. Ce n'est pour rien que les gens peuvent envier le chef de l'État, parce que c'est ces États-là même qui sollicitent son expérience. Parce que dans la vie, comme je l'ai toujours l'habitude de le dire, il faut reconnaître la qualité de chacun. On reconnaît à l'homme qu'il peut décanter des situations où les gens trouvent ça impossible. Aujourd'hui, grâce à lui, de 4 ans que la jeune avait imposé, aujourd'hui, il se retrouve à 24 mois. Donc, 2 ans. 2 ans. Donc, bravo à lui pour ses efforts et reconnaissons qu'il est aussi écouté. Si les étrangers arrivent à donner la chance ou bien à valoriser, à reconnaître notre chef de l'État, pourquoi pas nous qui sommes ses enfants, nous ne pouvions pas reconnaître la qualité de l'homme, l'apprécier et puis l'encourager à faire encore plus. À sa juste valeur. Et puis, on sent, je ne sais pas si je me trompe, on sent une situation de 2 poids, 2 mesures de la part de la CEDEAO vis-à-vis de la Guinée et du Burkina Faso et puis du Mali. La situation malienne, on dirait, elle est appréciée différemment par la CEDEAO eu égard aux sanctions qu'elle lui inflige. Monsieur Eric, si vous avez des enfants et que parmi vos enfants, tout ce que vous dites, il y a ceux qui exécutent à la lettre sans enlever un mot et un enfant qui te contredit toujours. Monsieur Eric, il n'aura pas le même égard. Hein? Il n'aura pas le même traitement que les autres. Donc, malgré que vous reconnaissez que c'est votre enfant, vous n'allez pas toujours avoir confiance en lui, traiter comme les autres, ceux qui obéissent. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, dans le temps où nous n'avons pas encore la possibilité de réagir comme le Mali est en train de réagir aujourd'hui, qui nous ont ouvert les yeux, c'est les Blancs. Aujourd'hui, c'est vrai que nous voulons changer certaines choses, mais changer ça sagement. Vous prenez une décision, l'autre prend, oh, vous n'êtes pas plus puissant que ces personnes-là. Il faut aller toujours au dialogue. Je me rappelle très bien, la situation en Libye, c'était pareil. C'était pareil. Gaddafi tenait la tête à ces personnes-là. Mais arrivé à un moment, ils sont obligés de ne pas se sentir humiliés. Comme le mot que Macron a utilisé l'autre fois, de ne pas humilier Poutine. Lorsque vous vous sentez dans une position d'humiliation, monsieur Eric, politiquement, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, il faut maintenant revoir la situation. La situation au Mali n'est pas pareille à la situation en Guinée, et au Burkina. L'autre fois, vous avez vu au Burkina, les 3 chefs d'État se sont réunis et ils avaient le sourire aux lèvres. Donc,
Est-ce que vous avez vu ça au Mali? Non, c'est que les gens sont dans leur position catégorique, c'est-à-dire c'est ça ou rien. Ils ne veulent pas mettre de l'eau dans leur vin. Donc, ce qui veut dire que il faut aussi faire un peu de méfiance par rapport à ces personnes-là. Parce que si vous ne vous réservez pas, vous risquez de tomber dans des pièges en voulant les sauver. Les autres, vous allez voir les déclarations de la Guinée et du Burkina, c'est plus doux que ceux des déclarations du Mali. Si vous prenez toute la crise malienne, c'est sec. C'est-à-dire, on applique à la lettre l'Ancien Testament. Tu me fais, je te fais. Il n'y a rien de dire que non, je laisse passer et on change autre face de la chose. Donc, la CEDEAO doit aussi prendre tous ces paramètres-là avant de prendre des décisions. Pour ne pas punir tous. Tous sont arrivés par coup d'État, mais ils n'ont pas le même problème. Et surtout que dans tout ça, c'est, comme vous l'avez dit, c'est le peuple qui souffre. Mais vraiment, est-ce que le Mali n'a pas mis de l'eau dans son vin? De 4 ans, comme vous l'avez dit, on revient à 2 ans, soit 24 mois. Est-ce que ce n'est pas déjà suffisant pour comprendre que la gente a bien envie de céder, de comprendre ou bien d'être à l'écoute de ce que la médiation dit? Ouais, il a mis de l'eau dans son vin, mais il faut d'abord aussi penser aux dégâts, aux conséquences qu'il avait déjà mis en arrière. Oui, donc sont passés dessus, parce que nous devons être véridiques en sachant très bien que l'humiliation que le Mali a donnée à son partenaire d'hier, ce serait difficile à digérer par le partenaire. On ne sait jamais. Mais est-ce que le Mali n'est pas un peu plus indépendant si c'est le partenaire qui doit tirer les ficelles? Non, je pense que le partenaire n'a pas tiré les ficelles. En écoutant très bien les choses, les Français ont bien précisé que c'est le Mali même qui a demandé. C'est la junte qui est arrivée au pouvoir, qui a dit que c'était l'ancien pouvoir qui avait signé des contrats avec donc eux ils ne veulent plus. Donc les Français ne sont pas arrivés par leur volonté au Mali. Donc c'est comme je suis en train de le dire, que vous êtes au pouvoir aujourd'hui, vous invitez qui vous voulez, mais s'il arrive que ceux que vous invitez impacte la visibilité de votre émission, celui qui vient pour vous succéder invite des gens qui ne peuvent pas donner de l'envie à l'émission, vous pensez que les gens auront encore de l'envie à suivre l'émission? Non. Mais si vous le dites, non, il y a certaines personnes, certaines têtes, il faut toujours garder le cap avec eux. Ils ne t'écoutent pas. À un bout de temps, vous allez voir que l'émission va s'éteindre. Si tu avais écouté, ça n'allait pas arriver là. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens veulent toujours mettre de côté ce que l'autre a fait au lieu de continuer. C'est vrai. La continuité de toute chose, c'est une bonne chose. Mais les gens préfèrent mettre de côté, recasser et reconstruire. Est-ce que vous allez s'éterniser là-bas? Non. Si celui qui va venir prochainement, lui aussi veut mettre de côté tous vos systèmes et remettre encore un autre système en place, vous allez rester dans la société où j'ai toujours l'habitude de dire redémarre. Et ceux qui souffrent, c'est la base, c'est le peuple même qui souffre. Quand on parle de la souffrance, ce n'est pas ceux qui sont en haut. C'est la population. Et c'est la majorité. C'est la majorité qui souffre. C'est la majorité les voix, qui donne les voix au président. La majorité sont ceux qui sont en bas. Donc, il faudrait penser d'abord à eux que de penser à ceux qui vous entourent, qui veulent manger et puis un jour partir. Donc, il faut faire beaucoup attention avant de prendre des décisions, comme la CEDEAO est en train de le faire aujourd'hui. Ils aussi ont revu leur copie en voyant, en écoutant aussi les propositions de leurs collègues présidents qui disent que pensons d'abord aux populations. Au peuple, c'est vrai. Aujourd'hui, si la situation se dégrade dans le Sahel, c'est à compte tenu de ces misères-là que ces terroristes continuent par arracher les jeunes en désordre pour semer
de la pagaille dans la sous-région. Donc si on n'arrive pas à résoudre ces problèmes-là très tôt, un jeune qui est manipulé par ces terroristes en disant que voilà, il va facilement se laisser. Donc essayons de suivre le pas de notre chef de l'État qui privilégie toujours le dialogue. Dans toutes choses, il faut aller doucement. Raison pour laquelle la terre est très dure, mais le caméléon va toujours doucement. Lentement. Et il y a un autre proverbe qui dit, ce n'est pas parce qu'il est trop lourd qu'on tient le pénis pour uriner avant d'uriner, mais c'est par respect pour la fonction qu'il occupe. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il est trop lourd qu'on tient le pénis pour uriner, mais c'est par respect pour la fonction qu'il joue. Effectivement, ce n'est pas parce que la terre est trop molle que le caméléon il va doucement. C'est qui va lentement, il va doucement, on va aussi sûrement. Alors ça, c'est un appel que je souhaite que ça atteigne de droit. Mais est-ce que de tout cela, de toute cette situation, depuis qu'elle a commencé jusqu'à présent, est-ce qu'il n'y a pas lieu de tirer des leçons pour peut-être un nouveau départ pour toute l'Afrique, parce que ça devient un mal qui se perpétue. Est-ce qu'il n'est pas temps? Il est temps de repenser, de repenser. Mais il faut aussi oublier la gestion de transition. Il faut pas aussi oublier que si vous prenez le cas de ces pays-là, par exemple le Mali, le Niger, le Burkina, tout se passe dans un contexte où chacun veut se faire roi. Oui, chacun veut se faire roi. Pourquoi? Parce que une fois qu'il y a problème de leadership, vous devez savoir qu'il faut s'attendre au pire. Sur cette question que vous avez posée de repenser les choses, comment est-ce qu'il faut le faire? C'est une question de volonté, de prise de conscience. Si vous voyez très bien que ça peut toucher toute l'Afrique, pourquoi ne pas mettre de l'eau dans votre vin pour savoir que c'est nos peuples qui souffrent et non vous? Parce que vous avez déjà les moyens. Et le comble, ceux qui sont très mauvais dans ces actions-là, c'est ceux-là qui donnent toujours des faux conseils à ceux qui prennent ces initiatives-là. Il y a des gens qui sont là dans ce système qui vont toujours dire non et pensons d'abord au peuple, sinon un jour il y aura encore soulèvement, il y aura des manifestations de grande envergure qui vont encore dégénérer autres. Il y aura certains qui sont là pour leur intérêt personnel pour uniquement arranger leur ventre, vont dire que non, rien ne se passera. Mais quand ça va chauffer, ils seront les premiers à te laisser. Vous voyez, ils seront les premiers à finir te laisser. Raison pour laquelle il faut d'abord écouter, comme vous l'avez dit. C'est la masse qui est le problème. Si vous voyez dans tous les pays où il y a ces crises-là, qui sortent pour aller brûler les choses, dans la rue, les gens qui envahissent la rue pendant des jours, en détruisant les biens publics et autres là, ce n'est pas les ministres, ce n'est pas les députés, ce n'est pas les maires. C'est les populations. C'est les populations à la base. C'est la population à la base. Donc, faisons beaucoup d'efforts. Et surtout, je demande toujours aux leaders africains d'être proches de leur communauté. Parce que l'accessibilité de nos cadres aînés en Afrique, c'est très compliqué. Vous voyagez dans certains pays où un ministre d'une localité, il vient dans son village, même autour de sa maison même, il interdit aux gens même de passer sur ses pavés. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Comment est-ce que ces populations-là, c'est-à-dire tes frères et soeurs qui sont autour de toi, quand il va avoir une petite opportunité de te faire du mal, ils ne vont pas te louper. C'est vite fait. Si vous prenez le cas du Burkina Faso, quand ça a dégénéré au temps de Blaise, vous avez vu comment la maison de son frère Simon Compaoré, vous avez vu comment les jaunis ont arraché tout, aller même jusque dans sa chambre, accoucher, détruire tout, ravager, détruire les magasins de la femme, tout ça. Donc ce qui fait que si vous posez des actes
en mettant de côté certaines choses, certaines personnes que vous parlez de la Côte d'Ivoire, c'est Simone Gbagbo. Simone Gbagbo. Voilà. Et si vous mettez ces actions-là toujours à votre actif, sachez que ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Parce que en Afrique, en observant toutes les crises en Afrique, vous devez savoir que c'est des trucs de haine. De haine, oui. Donc, une fois que la jeunesse trouve d'occasion, première des choses, c'est de régler les comptes. Régler les comptes. Ils n'ont pas besoin de devenir ministre ou bien de devenir député. Non. C'est-à-dire tout ce que tu les faisais, ils avaient emmagasiné ça à côté. Donc, on règle. Vous avez vu la crise de la Côte d'Ivoire. C'était pareil, comme on avait humilié les ministres en les mettant en shop et autres là. Donc, c'est une question de prise de conscience, comme vous dites, de repenser aux choses. Si nous voulons la paix en Afrique, il faudrait qu'on arrive à s'accepter et à accepter à vivre ensemble sans distinction pour dire que lui est pauvre, celui-ci est riche. On ne doit pas être des cohabitants. Non. Si on arrive à mettre à terre ces idées, je pense que nous allons vivre même. Et on n'aura même pas besoin de sécurité comme en Suisse ou autre. Uniquement la police gère le pays et il n'y a pas de bruit. Le vivre ensemble, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas destiné à tout le monde de le comprendre. Tu es riche, tu as peur même que quand quelqu'un a trouvé ton chien ou bien ton véhicule quelque part ou peut-être quelqu'un est en train de voler, il prend le téléphone et qu'il l'appelle. Il ne va pas décrocher. Lui, il a peur que peut-être que tu veux lui demander l'argent. Tu veux pas. Ou alors, il y a une situation, un voleur débarque chez toi la nuit, tu cries, personne ne sort. Personne ne sort. Personne ne sort. Donc, ça peut vous arriver aussi. Vous prenez le téléphone de certaines personnes qui eux-mêmes, ils vous ont donné, vous commencez par appeler, peut-être c'est pour son propre bien, mais il ne va pas décrocher. Tu écris le message, il ignore. Le jour où il a besoin de toi, c'est lui le premier à vous appeler. Donc, quand vous aussi, vous commencez par jouer à ça, il va se dire que vous êtes mauvais, vous êtes impoli. Non. Essayons. Il faut aussi l'humilité. Il faut que nous soyons humbles dans la l'humilité. Quel que soit notre rang, soyons humbles. Dans la vie. Parce que vous ne savez pas, ce petit-là qui vous appelle, qu'est-ce qu'il vous appelle pour vous dire? Et bon, dites-lui, vous ne faites même pas signe de vie. Qu'il aurait cru que Obama, l'Africain, peut devenir le président de la première puissance. Puissance au monde. Moi, j'ai l'habitude de dire en formant les jeunes que quand vous avez les moyens et que vous mourrez, le soulard, donc vous insultez chaque jour au village, c'est lui qui creuse votre tombe. Et quand vos amis riches viennent aux funérailles, ils sont arrivés au niveau du cimetière, ils vont retourner. Oui. Et c'est ce soulard-là seul qui va rester dans le trou, qui descend et qui va mettre le cercueil arrangé, et le pasteur ou bien le prêtre fait sa prière. Et les autres vont partir, c'est lui seul qui va encore garder cette tombe-là pour bien faire le remblayage et sur les ciments. Et ils repartent dans leur habit riche, bazin riche, prennent leur 4x4 et puis bon voilà, et c'est fini. Donc, j'ai l'habitude de dire que le pauvre a besoin du riche, le riche a besoin du pauvre. Parce que le riche peut financer les funérailles du pauvre, mais le pauvre va enterrer aussi le riche. C'est comme ça. Dans la vie est une dialectique. La vie est une dialectique des pauvres vers les riches et des riches vers les pauvres. C'est ça la solidarité. Vraiment merci pour cette analyse parce que très souvent on ne voit pas sous les problèmes sous ce angle-là que tout ce qui se passe a pour base la haine, la rancœur et puis l'aigreur et tout ça là. Chapeauté par les conditions de vie qui suscitent des soulèvements. La victoire de Macron, on est en politique, la victoire de Macron s'est transformée en une véritable fessée électorale. C'est le constat fait par le journal La Lanterne au soir de la proclamation des résultats du deuxième tour des législatives en France, que vous avez certainement suivi, où la fortune semble avoir changé de camp. Alors Gilles, c'est vraiment une fessée électorale.
Oui. Personne n'aurait cru. Vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, que en politique, tu peux arriver à tout moment. Rien n'est acquis d'avance. Et comme la jeune femme africaine qui est aujourd'hui députée, et qui a dit, j'ai le niveau CM2, mais quand tu as la foi et l'engagement, tu peux arriver à réaliser tes rêves. Donc, si vous voyez très bien Macron, le parti de Macron et de l'autre côté, vous allez voir qu'ils étaient à coude de coude. Mais il suffit seulement que quelqu'un change un peu de propos, c'est ça qui a joué à la dernière minute. Donc, il faut aussi savoir communiquer, il faut aussi savoir faire aussi des lobbies en politique. Oui, surtout ça. Mais si tu veux toujours mettre le muscle devant, tu serais déçu. C'est comme le cas d'une élection qui s'est passée dans un pays africain lors d'une fédération où les gens ont pris l'argent sur le candidat. Très bien, il était content, mais arrivé dans la salle, tu te rappelles un peu? Je me rappelle l'événement. Donc, il attendait sa victoire, il a préparé comment est-ce que la soirée serait. Il a même organisé les émigrants qui devaient l'accompagner d'ici jusqu'à là-bas. Donc, arrivé à la proclamation des résultats, il se retrouve aussi avec un minable. Voilà, donc ce qui veut dire que l'Africain, une fois qu'il n'est pas bien traité là, tu peux avoir l'argent. Lui bouffe ton argent, mais il n'est pas avec toi. C'est vrai. C'est ce qui est arrivé à notre ami. Donc, faisons beaucoup d'attention pour savoir que le noir, quand lui il a des soucis, tout ce que tu dis, il écoute, juste pour pouvoir arranger son ventre. Mais une fois que vous ne le respectez pas, le respect n'est pas mutuel, vous allez savoir qu'il y a des enfants. Quand vous rentrez tout de suite dans des fermes, monsieur Eric, vous pouvez arriver avec des grosses bagnoles, vous avez l'argent, vous partagez, mais l'enfant là va rester à côté, tu l'appelles, il ne va même pas te regarder. Il ne te capte pas. Tu lui dis, c'est pas toi que j'appelle, il va te dire, est-ce que je mange chez toi? C'est vrai. Il faut savoir que... Et cela a commencé par se faire ressentir dans nos villages. Oui, c'est ce que je dis. Ces cadres-là, Tengre et autres là, qui regardent les gens du haut vers le bas, quand ils retournent, ils passent inaperçus comme ça dans les quartiers. Moi, j'ai vécu un exemple l'autre fois dans une ferme où on est allé pour remettre les jugements supplétifs aux jeunes. La dame, même qui a donné l'occasion à ces enfants qui n'ont pas de naissance d'avoir ce document-là. On est arrivé, l'organisation était faite par ses proches, les chaises étaient vides, les jeunes étaient assis sur les tombeaux là-bas en train de jouer si pas. On les appelle que c'est à vous, on est venu pour vous offrir le truc. C'est dit ça, ils ne captent même pas ce que dit la dame. Ça ne leur disait rien. Ça ne leur disait rien. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui il y a une sorte de déchéance. Oui, une sorte de déchéance. Donc, et d'une perte de confiance. De confiance. Ce qui fait qu'aujourd'hui même l'enfant a faim. Malgré que tu as de la nourriture, mais tu lui demandes, tu as faim, il va dire non, j'ai pas faim. Parce il veut pas de toi. Il ne veut pas de toi. Donc cet enfant qui a commencé à grandir avec une haine vers toi, quand il va trouver des occasions pour te faire du mal, il ne va pas te louper. Donc nous devons repenser autrement en Afrique. Repenser autrement en Afrique, comme dans le temps de nos ancêtres. Vous allez voir que nous avaient le droit d'aînesse, le respect du supérieur, il y avait la citoyenneté était beaucoup remarquable. Mais aujourd'hui, on dirait qu'on a perdu la citoyenneté. En Afrique, c'est un grand problème aujourd'hui. On a perdu la citoyenneté. Le droit d'aînesse et autres là n'est plus respecté. Tu as les moyens, donc tu ne dois plus respecter personne, ceux qui sont âgés plus que toi. Donc, si on n'arrive pas à reformer ou bien à reconscientiser nos jeunes et nos enfants, je pense que demain serait plus sombre que ce que nous sommes en train de faire. On ne le souhaite pas dans tous les cas. Peut-on parler de leçons à tirer de cette élection, de cette élection
D'abord, est-ce qu'il y aura un impact sur la gouvernance de Macron? Ouais, avec sa minorité parlementaire. Avec sa minorité parlementaire, vous allez toujours savoir qu'il y aura toujours des blocages. Connaissant très bien l'autre côté, ils vont toujours avoir la même mise sur certains projets qu'ils ne vont pas valider. Donc, raison pour laquelle, arrivé à un moment, il faut toujours garder le sens de l'humilité. C'est ce qui a manqué. Aujourd'hui, ça va impacter sur sa gouvernance. C'est-à-dire son plan qu'il avait en tête pour ces 5 ans à venir, il y aura aussi beaucoup de difficultés à les réaliser tous. Ok, dernier élément, on revient chez nous au Togo, puisque nous avons encore un peu de temps, 5 minutes à peu près. Parlons de la santé en nous transportant à Zongo, derrière ce que nous appelons échangeur, le pont là, le pont géant là-bas. Né sous le nom de Saint-Pélégrin, l'hôpital de référence, si la régie peut trouver quelque part les images là pour nous présenter la cérémonie, ça nous fera plaisir. Donc, né sous le nom de Saint-Pélégrin, l'hôpital de référence dont les travaux sont en finition devient Docta Lafié. Docta Lafié. Vous savez, c'est quelle langue? C'est à Moba. Moba et puis le Sceau. Moba, Nauda. Docta, c'est Nauda et puis Lafié à Moba. Donc, Docta Lafié, un nom attribué à lui au cours du lancement par la Caisse nationale de sécurité sociale des souscriptions dans le cadre donc, de l'ouverture et de l'augmentation du capital. Alors, Gilles, il faut dire que trop de bruit avait quand même couru autour de cet hôpital et de son nom, n'est-ce pas, par le passé. Oui, je pense que l'autorité est toujours à l'écoute. C'est le moment de féliciter le chef de l'État et dire un grand merci aussi à la directrice de la Caisse nationale de sécurité sociale. Oui, qu'ils ont écouté ce que les médias, vous les journalistes, vous avez dit ce que beaucoup de Togolais ont dit, qu'aujourd'hui il faut aussi que nous baptisons nos choses à notre tradition pour que chacun puisse savoir que ça vient de chez lui. Ça vient de chez lui. Donc, félicitations à eux. Tout ce qui est de la bonne initiative, nous ne pouvons que les soutenir, les féliciter et les encourager à faire encore plus. Donc, ce nom-là va bien avec l'hôpital. Seulement que ça a traîné. Ça a traîné, mais il n'est jamais trop tard pour faire la volonté des uns des autres. Les noms ne sont que des étiquettes collées, disent les philosophes, mais avec l'ouverture de cette, ou bien avec l'ouverture de cette opération de souscription, est-ce qu'on peut s'attendre à une ouverture très prochaine de cet hôpital au bénéfice de nos populations? Oui, monsieur Eric, comme on lui a dit, si vous partez tout de suite sur le chantier, je pense que les gens travaillent 24 heures sur 24 heures pour que nous puissions atteindre, parce que le délai qui était fixé était déjà passé depuis. Donc aujourd'hui que les choses vont dans le bon sens, nous devons prier à ce que ça soit bien fait surtout et que nous ayons une qualité de ces travaux-là qui vont impacter sur la vie de nos populations. Et que, tel qu'on l'a dit, un hôpital de référence soit digne de ce nom. Merci Jules, vous avez tenu la messe dans ces cadres de 2 minutes et nous ne pouvons que vous remercier et aussi vous féliciter pour cette endurance et pour la pertinence de vos propos et votre réflexion. Alors, ici s'achève donc cette messe pour aujourd'hui. Nous avons attendu en vain Adam Majoronou, c'était notre deuxième invité, il n'est pas arrivé, raison pluie ou autre raison. En tout cas, nous espérons le retrouver une prochaine fois. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé dans la réalisation de cette messe. Ibrahim Mati, Gantin Bidola, Amouzou Vincent et puis
Marguerite Sintea qui a monté les éléments que vous avez suivis. Merci à ceux qui nous ont suivis depuis les États-Unis, depuis la Chine, depuis le Qatar et un peu partout dans le monde. Je souhaite bonne fin et bon début de semaine à toutes et à tous. À vous, Gilles, je souhaite un très bon retour à la maison sous la protection divine. Je souhaite bon repos aux candidats au baccalauréat deuxième partie qui viennent de déposer les bics et de fermer les cahiers. Je souhaite du courage maintenant et moins de fatigue surtout aux membres des différentes commissions de correction du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire. Les travaux de la correction démarrent demain, lundi 27 juin 2022, à 7 h. Je souhaite courage parce que je sais ce qui les attend dans les papiers, surtout dans les matières comme le français, la philosophie, les mathématiques, la physique et dans bien d'autres encore. Tout dépend des uns et des autres. Alors, portez-vous bien sous la protection divine. Platon nous dit ceci: chacun ne doit s'occuper que d'une tâche dans la cité, celle pour laquelle il est mieux doué par la nature. Chacun ne doit s'occuper que d'une tâche dans la cité, celle pour laquelle il est mieux doué par la nature. Platon, bonne méditation, à dimanche prochain.